Bonjour, je m'excuse si j'étais absente ces derniers temps, mais beaucoup d'activités au sein de ma boutique, également des activités extérieures à l'extérieur de mon pays et du coup ça m'entraînait un manque de temps et donc me voilà seulement, mais je vais essayer de vous faire un gros résumé depuis la dernière. Alors aujourd'hui, on va parler de la monétisation de l'or. C'est assez bien d'actualité. Et je vais d'abord vous dire en quoi ça consiste. Eh bien, monétiser de l'or, c'est transformer la qualité de l'or que l'on a sous forme d'or réserve pour en faire un instrument financier actif qui peut être utilisé soit pour financer les opérations gouvernementales, soit régler la dette d'un pays ou stabiliser son économie. Alors, on sait que actuellement, eh bien, les États-Unis, c'est un des pays où la dette est la plus élevée au monde et personne ne saura arriver à y mettre un terme, puisque même si Trump prend des dispositions hors du commun pour essayer de régler ce problème, eh bien, il serait actuellement impossible de rembourser entièrement cette dette. C'est devenu vraiment démentiel et personne ne saura jamais plus rembourser cette fameuse dette et donc il faut trouver des solutions, d'où ce qui est de plus en plus évoqué actuellement, c'est la monétisation de l'or ou également, on verra, il y a d'autres possibilités qui sont évidemment proposées. Alors, face donc à cette dette américaine hors du commun et sans doute unique au monde, eh bien, il y a deux approches essentielles qui peuvent être retenues et qui pourraient être utilisées si la situation s'en fait sentir. Et la première approche, eh bien, c'est de réévaluer les réserves d'or des États-Unis et ainsi permettre d'augmenter la valeur comptable du budget des États-Unis et ainsi venir renflouer les caisses de l'État par une évaluation de l'or. En effet, jusqu'à présent, l'or qui se trouve dans les réserves fédérales, eh bien, sont toujours évalués à 42 $ l'once. Or, si l'on venait à réévaluer la valeur de l'or à la valeur actuelle telle qu'elle est connue et qu'on sortirait de cette sorte d'or négocié à la base, eh bien, on pourrait, actuellement, on approche des 3000 $, c'est d'ailleurs un record historique au passage, 3000 $ l'once, eh bien, vous imaginez qu'à partir de ce moment-là, les réserves américaines du Trésor, eh bien, seraient convenablement renflouées et permettraient de faire face à et contrebalancer la valeur de la dette et rendre le bilan beaucoup plus favorable. La deuxième approche pourrait être envisagée à partir de l'or, eh bien, c'est que l'or serve de garantie pour créer de nouveaux instruments financiers. On peut penser par exemple à des obligations d'État. Et tout cela permettrait au final, eh bien, de renflouer les caisses du Trésor public américain et permettre ainsi d'avoir une balance beaucoup plus acceptable face à une dette devenue, disons le mot, démentielle. Alors, moi, j'ajouterais une troisième méthode qui pourrait être utilisée et qu'on ne parle pas dans les différents sujets que j'ai lus ces derniers temps, c'est qu'on pourrait aussi lier l'or à la future politique monétaire, c'est-à-dire utiliser un système hybride où l'or viendrait appuyer le dollar et ainsi, ça permettrait de venir soutenir la dette US puisque le dollar serait renforcé et ça permettrait évidemment de ramener la confiance qui est le deuxième point essentiel pour une monnaie et troisièmement, eh bien, ça permettrait d'agir efficacement contre l'inflation et l'instabilité financière. Comme vous l'aurez compris, que ce soit une des trois méthodes ou les trois imbriqués, eh bien, de toute évidence, eh bien, l'or serait sujet à une augmentation de la demande et donc tout bon pour que l'or continue à progresser et à continuer à monter vers des sommets. En tout cas, une chose est sûre, eh bien, c'est les seules alternatives qui existent à l'heure actuelle en dehors de la fameuse planche à billets que nous connaissons tous et qui, pour certains, serait encore utilisée prochainement et ça devient même une sorte d'assurance que tout le monde se dit, ben, de toute façon,
pas de panique, si la situation se dégrade, eh bien, on n'aura qu'à réimprimer du billet supplémentaire pour faire face à toute instabilité économique et éviter que le système ne s'écroule. Eh bien, comme vous voyez, il y a d'autres possibilités et c'est de plus en plus invoqué et en rapport avec l'or. Et donc, pour ceux qui bénéficient de l'or, eh bien, c'est tout bon pour eux puisque la demande augmenterait et donc la valeur de l'or également. Et en plus, eh bien, si on repart sur des valeurs d'or, évidemment, telles que proposées au niveau international et pas telles que négociées au niveau des grandes instances, eh bien, ça pourrait renflouer les caisses principalement des États-Unis. Alors, certains Américains ont commencé à analyser un peu plus en détail le système, et je vous reproduis tel que je l'ai lu. Hein. C'est que si on réévaluait carrément la valeur de l'or des réserves américaines, eh bien, on pourrait avoir des effets différents suivant le niveau de réévaluation. On appelle ça une réévaluation contrôlée dans ce cas-là, et on pourrait donc renégocier et dire qu'au lieu de 42 $ l'once, eh bien, on évalue la réévaluation, comme pour le moment on est à 3000 $ l'once dans le commerce international, eh bien, on envisage de partir comme premier niveau de 5 000 à 10 000 $ l'once au niveau fédéral. Eh bien, dans ce cas, les effets seraient les suivants, c'est que le bilan serait de nouveau à l'équilibre. Le dollar, eh bien, les gens retrouveraient confiance au billet vert et l'inflation serait modérée. Ce serait donc une situation qui semble donc très favorable. Par contre, si on a une réévaluation plus agressive entre 20 000 et 50 000 $ l'once, vous imaginez, vous qui êtes détendeur d'or, si on arrivait à de tels niveaux, eh bien, la Banque centrale achèterait ainsi pour augmenter sa réserve et pour contrer la dévaluation du dollar. On aurait une inflation qui serait beaucoup plus importante et beaucoup plus galopante et on aurait aussi un commencement d'instabilité un peu plus générale. Enfin, si on passe à une réévaluation, mais vraiment extrême, imaginons plus de 100 000 $ l'once, eh bien, dans ce cas-là, eh bien, ça serait l'effondrement du système mondial carrément. Il y aurait une réinitialisation du système. On aurait un dollar extrêmement fort. On aurait une hyperinflation mondiale. Toute l'épargne que nous possédions serait délapidée et on peut parler que ce serait un chaos si peu pour ceux dont les États ont le moins d'or, et on peut parler, par exemple, l'exemple type du Canada. Voilà, donc c'est ça que l'on parle pour le moment beaucoup de la monétisation de l'or, qui est en fait un moyen de sauver les États-Unis du fait qu'ils ne pourront jamais plus rembourser la dette auquel ils sont liés pour l'instant. Et donc, tout ça, eh bien, la question première, puisque nous parlons d'or, c'est que, puisque nous parlons de l'or des États américains, des États-Unis, eh bien, pour ça, il faut encore savoir combien est-ce qu'il y a d'or dans les réserves des États-Unis. Et comme vous le savez peut-être, eh bien, les réserves d'or des États-Unis se trouvent à Fort Knox, dans l'État du Kentucky, et est détenu dans une zone militaire bien située, bien protégée naturellement, puisqu'on a des montagnes, on a des clôtures, enfin, c'est vraiment l'endroit rêvé pour une protection maximale. Ça a été construit en 1935 et c'est évidemment anti-atomique et évidemment sur une base militaire en plus, donc ce qui protège très précieusement les réserves américaines qui sont constituées principalement d'or, mais nous verrons par la suite qu'il n'y a pas que de l'or à Fort Knox. L'or est arrivé à cet endroit-là en 1937, c'est pas tout nouveau, il y aura bientôt 100 ans, et on est en train de se poser des questions. Il y a eu des mouvements récemment qui ont insufflé un peu sur les réseaux sociaux qu'au final, eh bien, les réserves que l'on considère des États-Unis et qu'on nomme toujours comme contenant autant de tonnes d'or, eh bien, seraient en réalité surévaluées parce que l'or aurait déjà été vendu par le passé et les quantités d'or annoncées, eh bien, ne seraient plus celles que l'on nous annonce. Et donc,
ça ne serait pas une très bonne chose pour les États-Unis si ça se confirmait. Certains ont même été jusqu'à dire qu'il y avait eu de la manipulation, que l'on avait vendu de l'or et que l'on avait remplacé l'or vendu par des briques qui auraient été redessinées pour faire croire que c'est toujours de l'or alors que ça n'en serait plus. Voilà, j'y arriverai. Alors, comme vous le savez, eh bien, c'est comme c'est un endroit, eh bien, un peu spécial. Les visites à cet endroit-là ne peuvent pas être faites par n'importe qui, surtout pas par nous ni par les citoyens américains. C'est limité uniquement aux auditeurs du Trésor US. Il y a très peu de gens qui se sont jamais rendus et qui à cet endroit-là pour aller vérifier si l'or existait toujours. Apparemment, ça n'intéresse pas grand monde. Il y a eu Roosevelt en 1943, il y a eu Steve Mnuchin en 2017 et depuis, eh bien, plus personne ne s'y est rendu. Et Trump, lui, a annoncé qu'il voulait avoir un cœur net sur la quantité d'or détenue à cet endroit militaire et que donc il ferait une visite pour faire l'état des lieux de la quantité d'or existant toujours et mettre à mal les rumeurs existantes pour le moment à ce sujet-là. Comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas toujours eu que de l'or là-bas. Il a également été détenu de la fameuse Magna Carta entre 1939 et 1947 et on y détient, on y a détenu, on va dire ça comme ça, je ne suis pas dedans, du sulfate de morphine en 1993. Donc, qu'est-ce qu'on peut retirer de ce point? Eh bien, c'est que Trump s'intéresse très très fort à la réserve d'or et à la quantité de réserve d'or que les États-Unis détiennent et cela se rapporte à ce que je vous disais tout à l'heure, la monétisation de l'or. Sans doute pense-t-il utiliser ce moyen et donc ça pourrait être tout bon pour nous, détenteurs d'or, si la valeur de l'or venait à augmenter. On retiendra de tout ce que je viens de dire que tout ce qu'on voudrait savoir, deux choses, c'est la transparence concernant la quantité d'or détenue par les États-Unis, leur réserve d'or, et deuxièmement, savoir quelle quantité d'or physique détient les États-Unis et s'ils détiennent d'autres matières comme de l'argent, etc. Et s'il existe encore d'autres matières négociables au sein de Fort Knox et donc pouvoir avoir une estimation finalement des actifs des États-Unis. Et donc c'est très intéressant et donc à suivre parce que ça pourrait avoir un effet immédiat évidemment sur la valeur de l'or actuelle. Alors, je dirais, en ce qui nous concerne, nous, petits consommateurs européens, eh bien, c'est que l'or, eh bien, il est en train de faire une impressionnante ascension. Et oui, depuis la dernière fois que je vous ai parlé, eh bien, l'or a continué à grimper les échelons. Et cette semaine du 10 mars, eh bien, l'or a franchi les 3000 $ l'once. On en parlait depuis longtemps, eh bien, le cap est franchi, on a passé les 3000. Et cela est dû en principal parce que le dollar est faible et comme il est faible, il soutient l'or en US, tandis qu'en euros, eh bien, l'or est plus ou moins à 90, 92, 95 euros le gramme et c'est plutôt en train de vivoter, mais côté américain, c'est en train de flamber. Et pourquoi est-ce que c'est en train de flamber? Ben, les raisons invoquées, c'est toujours la guerre commerciale qui est en tout avec les tarifs douaniers. Goldman Sachs, lui, parle de 3200 $ pour l'or avant la fin de l'année. Moi, à mon sens, on les dépassera. Et la Bank of America parle, lui, quant à eux, de 3500 $ si la demande augmente. Et apparemment, elle est en train d'augmenter, principalement avec les banques centrales. Évidemment, les particuliers qui le souhaitent et également les investisseurs institutionnels. Sans compter que la demande de la Chine ne cesse de continuer à grimper et ils continuent à acheter en grosse quantité à la Suisse de l'or et donc ils continuent sur leur lancée. De tout ça mis ensemble, mais la demande, elle est très forte. Donc, ça soutient le prix de l'or. Ça, c'est tout à fait compréhensible. Donc, pour terminer sur le point de l'or, et je fais le parallèle avec l'argent, eh bien, tout est au signal vert, je vais dire, pour ces matières-là, et donc on n'a pas trop de soucis à se faire de ce point de vue-là. Mais je trouve qu'il y a un autre élément qui est en train de un peu
devenir une propagande dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est la peur de la guerre. Et beaucoup de gens sont un peu critiques sur Trump en disant qu'il est un peu foufou et qu'il veut qu'une chose, c'est faire la guerre, etc. Donc, j'avais envie un petit peu de revenir là-dessus et aussi de me documenter avant de faire cette vidéo pour voir un peu la tendance et voir si ce que l'on nous raconte que de l'esprit belligérant des États-Unis qui ont été bien connus par le passé allait se poursuivre ou si l'on entrait dans une nouvelle vision du monde. Et donc, ce qu'on est en train de nous faire la propagande ici en Europe ne correspond pas à l'attitude du président américain et surtout de ses concitoyens. Alors, les États-Unis ont toujours été considérés, jusqu'à l'arrivée de Trump, comme les gendarmes du monde, ceux qui vont remettre l'ordre à coups de missiles et de guerre et qu'ils imposent un peu leur vie. Et leur point de vue à ceux auxquels ils vont remettre les pendules à l'heure. C'était un petit peu le petit gendarme qui venait frapper sur la tête de celui qui n'allait pas dans le bon sens. Et pendant de très nombreuses années, le monde s'est divisé en deux et ça marchait pas si mal que ça jusqu'au jour où les Russes ont lâché le morceau. Les Américains ont un peu fait le gendarme partout dans le monde sans avoir de contrepartie. Et voilà que Trump débarque et on nous propose une autre vision du monde. En effet, Trump a répondu et a affirmé à de très nombreuses reprises que pour lui, la guerre ne mène nulle part. Ce sont ces termes, c'est pas moi qui les invente. La guerre ne mène nulle part. Il faut donc trouver d'autres alternatives pour proposer la paix dans le monde. Pour lui, il est parti sur l'idée qu'il faut faire la paix dans le monde. Maintenant, on peut faire la paix par la guerre, ça, c'est autre chose, ce n'est pas dans sa tête, mais en tout cas, la volonté première de lui, c'est de faire la paix dans le monde. Il a d'ailleurs exprimé à plusieurs reprises qu'il allait faire le retrait des bases militaires un peu partout dans le monde. Et on sait également qu'il a rejeté son soutien à l'OTAN. Donc, tout cela, vous l'aurez compris, c'est principalement parce qu'ils sont un petit peu contraints que financièrement, ça devient un peu dur et chaud. Et donc, on fait des économies partout où on sait. Donc, à l'image de tout ce qui vient d'être dit, eh bien, il y a fort à parier que des forces américaines en Ukraine, eh bien, ça n'aura pas lieu. Et même si on sait que du temps de Biden, il y a eu beaucoup de conseillers qui étaient sur place, même si on le fait croire l'inverse, mais il y a des conseillers américains qui se trouvaient sur le terrain et qui vont être rapatriés. Alors, la deuxième chose qui est clairement exprimée côté américain, c'est que l'Ukraine ne fera jamais partie de l'OTAN et que l'OTAN va s'effondrer prochainement. Les frontières qui existaient avant la guerre en Ukraine et qui ont été mangées par les Russes ou par les Ukrainiens, eh bien, les frontières ne reviendront jamais à ce qui était avant 2014. C'est très clairement exprimé dans les gazettes américaines. Et les Russes ne tiennent pas, selon les différentes revues américaines que j'ai lues, ne tiennent pas à obtenir l'Ukraine. Ça ne ferait pas partie de leur plan. Eux, leur plan premier, c'est la sécurité de la Russie et avoir des bases, enfin, des pays tampons pour être protégés d'un côté comme de l'autre. Et donc, ils ne souhaitent pas avoir l'Ukraine pour eux, mais l'avoir comme pays tampon et qui serait un petit peu neutre, si on veut dire un peu comme la Suisse. On sait aussi qu'on parle beaucoup de retrait des troupes secrètes en Eurasie, qu'elles soient américaines. On parle de la Roumanie, de la Pologne, etc. Et toujours pour la même raison évoquée, diminution de la dette, il faut diminuer les dépenses militaires. On parle, pour ceux qui s'intéressent à l'Ukraine, des troupes de maintien de la paix et qui seraient principalement composées de pays BRICS, ce qui montre que de plus en plus les pays BRICS ne sont pas seulement présents au niveau commercial, mais commencent à avoir une force militaire, puisqu'elle serait principalement composée, cette force de maintien de la paix, par des pays BRICS, ce qui serait la première apparition, on va dire, au niveau reconnaissance de leur autorité, de leur pouvoir, dans un autre domaine qu'économique et commercial, mais pour une fois au niveau diplomatique et militaire.
Ensuite, eh bien, on peut constater également, et ça aussi c'est un peu évoqué même en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord, c'est que on remarque toutes les négociations qui ont lieu, pour ce qui nous concerne, nous Européens, avec l'Ukraine, toutes les négociations se font entre Ukrainiens, Russes et Américains, et principalement Russes et Américains, et que l'Europe, eh bien, est complètement laissée de côté. On voit la faiblesse de l'Europe qui n'est même plus reconnue au niveau diplomatique et on va même jusqu'à représenter les pays médiatisés par des briques et même plus par des pays de l'Europe, ce qui montre bien la confiance que l'on a encore en nous, Européens. Alors, comme vous le voyez, eh bien, donc il y a de plus en plus de négociations qui ne se font plus que de manière bilatérale, c'est-à-dire la Russie et les USA négocient pour arriver à un accord de paix. Ils l'ont fait au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, et vous avez vu aussi les coups de force qu'il y a eu entre Trump et Zelensky. Zelensky, ben, lui, de son côté, ben, il traîne un peu la patte parce qu'il n'a pas très envie de signer un accord de paix. Pourquoi? Ben, parce qu'à ce moment-là, eh bien, sa loi martiale va tomber et du coup, on va directement aller vers des élections en Ukraine. Et donc, il risque de perdre le pouvoir, ce qui, à mon sens, il n'a pas trop envie que ça lui arrive. Et donc, il traîne des pieds pour aller dans le sens de négociations tel qu'envisagé par la Russie et les États-Unis. D'un autre côté, comme je vous l'ai dit, ben, l'Europe occidentale et l'Europe en tant que telle ben, soutient en sous-marin et en dessous de la table l'Ukraine en continuant à envoyer des armes, de l'argent, soi-disant au nom de favoriser la paix. Bon, je ne sais pas si envoyer des armes favorise la paix. Ça, on dit toujours qu'il faut préparer la guerre pour avoir la paix, c'est peut-être ça. Mais bon, voilà. En tout cas, on a encore eu une aide de l'Union européenne de 3,5 milliards et du FMI de 400 millions de dollars. Et quand on voit ça, eh bien, on ne peut que constater en conclusion que le poids de l'Union européenne, bien, au niveau économique, elle n'est plus rien du tout. Et sur le plan international, eh bien, elle est complètement laissée à l'abandon et elle est même en dessous de la reconnaissance et de la confiance que l'on est en train de donner aux pays briques. Alors, on constatera donc qu'il y a une vision du monde qui est en train de changer et que cette vision du monde multilatérale fait de plus en plus son apparition et on remarquera à coup sûr que l'on pointe du doigt l'Europe comme le maillon faible et que Trump est en train d'écarter tout simplement l'Union européenne de toute négociation et de tout pouvoir diplomatique, militaire et économique. Au Moyen-Orient, on a un petit peu le même genre de parallélisme qui se fait qu'avec l'Ukraine, c'est-à-dire qu'on peut faire un peu le parallélisme entre l'Ukraine et Israël. On sait que Trump n'est pas favorable à la guerre, en tout cas c'est ce qu'il fait prétendre et ce qu'il fait comprendre, et que les autres pays du Moyen-Orient ne veulent pas non plus de la guerre. Il n'y a que Israël qui est un petit peu plus belliqueux, nous avons tempérer nos mots, et donc on est sûr à moyen et à court terme qu'Israël n'obtiendra jamais ce qu'il voudra et que finalement il sera le grand perdant aussi de la guerre comme les Ukrainiens puisqu'il y aura un parallélisme comme en Ukraine où l'Ukraine est considérée déjà maintenant et depuis déjà plusieurs mois comme le perdant de la guerre avec la Russie. En ce qui concerne la Syrie, il y aura sûrement des retraits militaires qui seront envisagés prochainement et on parle du côté américain du retour peut-être de Assad qui pourrait revenir dans son pays alors qu'il était évincé et il serait, selon des sources secrètes, en sécurité en Russie. Donc, qu'est-ce qu'on peut considérer? Eh bien, c'est qu'il y a une profonde désescalade militaire partout dans le monde et que l'on se tourne plus vers un monde multilatéral, multidimensionnel, avec un monde des briques qui prend de plus en plus d'ascendance et de présence partout dans le monde à différents secteurs du monde et que si on reprend les termes de Marco Rubio, eh bien, il a dit que les États-Unis passaient du gendarme du monde à un pays artisan de paix
et que le but des États-Unis, eh bien, c'est la paix à l'étranger, la sécurité et la prospérité à l'intérieur des États-Unis. Et ce sera la devise de Trump pour cette nouvelle législature. Alors, je terminerai en vous disant que j'ai lu, selon Béchat, qu'il faudrait s'attendre à une inflation comparable à ce qui s'est passé en 1970-1980, qu'il va avoir son premier pic qui va apparaître, selon eux, déjà dans le courant de cette année, mais le pic principal de l'inflation se situera en 2027-2028 et la plus grosse hausse aura sans doute lieu en 2028. Et il faudra observer principalement les holos à 10 ans qui vont sûrement fortement augmenter. Lui parle qu'on pourrait revenir à ce qu'il y avait dans les années 1980 à 16%. Et donc, il faut s'attendre qu'à partir de septembre 2025, eh bien, que l'inflation reparte à la hausse et que les obligations et les holos à 10 ans repartent également. Et donc, on risque de se revoir le scénario après Covid d'inflation qui va être, au sens de Béchat, plus important et que ce qu'on a connu par le passé.